Ont été appropriées en fonction des populations données. Les échantillons et les études sont assez faibles, avec des populations très différentes. Par exemple, nous, on a travaillé avec des sportifs de haut niveau et des rugbyman qui ont leurs propres spécificités. Évidemment, si on travaille chez des danseuses, elles auront les leurs et on ne pourra pas forcément les comparer. Et ensuite, la question qui reste posée également, c'est est-ce qu'un programme d'intervention, de préparation physique ou de prévention chez les joueurs qu'on a identifiés comme à risque, est-ce que c'est plus profitable que finalement appliquer ce programme de prévention à l'ensemble des joueurs? D'un point de vue pratique aussi, est-ce que c'est plus simple de faire des groupes de travail ou est-ce que c'est plus simple de leur faire à tous la même préparation physique? Alors, à partir de ces contraintes, nous, l'objectif, c'était de reprendre ces tests fonctionnels qui ont certes un intérêt, mais d'essayer d'identifier certains paramètres qui pourraient être... L'avantage, c'est que ce matériel, il est ambulatoire et on peut le transporter directement au sein des clubs. Donc on a utilisé des capteurs inertiels. Est-ce que les statistiques ont été appropriées en fonction des populations données? Les échantillons et les études sont assez faibles, avec des populations très différentes. Par exemple, nous, on a travaillé avec des sportifs de haut niveau et des rugbyman. Ont été appropriées en fonction des populations données. Les échantillons et les études sont assez faibles, avec des populations très différentes. Par exemple, nous, on a travaillé avec des sportifs de haut niveau et des rugbyman qui ont leurs propres spécificités. Évidemment, si on travaille chez des danseuses, elles auront les leurs et on ne pourra pas forcément les comparer. Et ensuite, la question qui reste posée également, c'est est-ce qu'un programme d'intervention, de préparation physique ou de prévention chez les joueurs qu'on a identifiés comme à risque, est-ce que c'est plus profitable que finalement appliquer ce programme de prévention à l'ensemble des joueurs? D'un point de vue pratique aussi, est-ce que c'est plus simple de faire des groupes de travail ou est-ce que c'est plus simple de leur faire à tous la même préparation physique? Alors, à partir de ces contraintes, nous, l'objectif, c'était de replier les tests du FMS. On en a sélectionné 5 qui nous semblaient pertinents avec ont été appropriées en fonction des populations données. Les échantillons et les études sont assez faibles, avec des
populations très différentes. Par exemple, nous, on a travaillé avec des sportifs de haut niveau et des rugbyman qui ont leurs propres spécificités. Évidemment, si on travaille chez les danseuses, elles auront les leurs et on ne pourra pas forcément les comparer. Et ensuite, la question qui reste posée également, c'est est-ce qu'un programme d'intervention, de préparation physique ou de prévention chez les joueurs qu'on a identifiés comme à risque, est-ce que c'est plus profitable que finalement appliquer ce programme de prévention à l'ensemble des joueurs? D'un point de vue pratique aussi, est-ce que c'est plus simple de faire des groupes de travail? Ont été appropriées en fonction des populations données. Les échantillons et les études sont assez faibles, avec des populations très différentes. Par exemple, nous, on a travaillé avec des sportifs de haut niveau et des rugbyman qui ont leurs propres spécificités. Évidemment, si on travaille chez les danseuses, elles auront les leurs et on ne pourra pas forcément les comparer. Et ensuite, la question qui reste posée également, c'est est-ce qu'un programme d'intervention, de préparation physique ou de prévention chez les joueurs qu'on a identifiés comme à risque, est-ce que c'est plus profitable que finalement appliquer ce programme de prévention à l'ensemble des joueurs? D'un point de vue pratique aussi, est-ce que c'est plus simple de faire des groupes de travail ou est-ce que c'est plus simple de leur faire à tous la même préparation physique? Alors, à partir de ces contraintes, nous, l'objectif, c'était de reprendre ces tests fonctionnels qui ont certes un intérêt, mais d'essayer d'identifier certains paramètres qui pourraient être discriminants et de quantifier les choses avec des moyens technologiques. Alors, vous en verrez cet après-midi au laboratoire. Nous, on a travaillé avec du matériel qui est certes low cost et qui permet d'avoir certaines mesures. L'avantage, c'est que ce matériel, il est ambulatoire et on peut le transporter directement au sein des clubs. Donc on a utilisé des capteurs inertiels, une plateforme podobarométrique et des caméras. Et on a divisé nos évaluations en 3 parties. Première partie, ça a consisté à des tests cliniques qui sont habituellement réalisés par le docteur Philippe Izard, sur lesquels on a rajouté de la vidéo et des capteurs. Moi, je vais vous parler des rampes lésions. Donc, pourquoi faut-il les rechercher et les réparer? Donc, les rampes lésions, pour ceux qui ne le savent pas, sont des lésions capsulo-méniscales plutôt postéro-médiales qui ont été décrites en réalité dans les années 80 par un chirurgien allemand qui s'appelle Strobel. Et peu à peu, il y a eu un oubli de la communauté chirurgicale. Récemment, on commence à s'y réintéresser. On va voir pourquoi. Donc, j'ai fait une petite revue de la littérature actuelle à partir de PubMed. Sur le plan anatomique, en fait, il y a une... Je ne sais pas si on la voit très bien. Sur une partie postérieure du ménisque, il y a un segment fixe où les traumatismes vont survenir en flexion et en rotation. C'est une petite zone puisque en moyenne, c'est une zone d'environ 2 cm qui comprend la capsule postérieure et la corne postérieure du ménisque. Et on peut voir les attaches ménisco-tibiales et ménisco-capsulaires qui sont communes à partir des faisceaux orange et rouge sur la photo en haut à droite. Alors je vous ai mis une petite vidéo créée par l'équipe de Santi, en fait, qui n'est pas spécifique à la rampe lésion, mais qui démontre bien les lésions qu'on va voir. Donc là, sur le plan anatomique, vous voyez le LCL, le ligament antérolatéral et le LCA. Ils vont créer une translation antérieure du tibia qui va entraîner une lésion du LCA et de la corne postérieure du ménisque externe. On va y associer un mouvement de rotation interne. Là, on peut voir le LL qui va être rompu. Et quand on se porte sur le compartiment interne, on va voir un petit peu les relations avec le ménisque interne
le semi-membraneux. Et quand la contraction du semi-membraneux s'effectue, on va voir une lésion du segment postérieur, ou alors un petit peu plus postérieur, une rampe lésion. On va mieux voir sur les coupes axiales. Voilà. Et derrière, la lésion qui s'effectue en arrière. Qu'est-ce que ça a pour conséquence? La rampe lésion va augmenter la translation antérieure du tibia, va entraîner plutôt une perte du contrôle rotatoire en perdant le contrôle stabilisateur secondaire du ménisque interne. Il va également augmenter le pivot shift. Il y a une classification qui a été établie par l'équipe de santé avec Mathieu Tonin, donc à Lyon, de 1 à 5. Globalement, ça dépend de la localisation, plutôt capsulo-méniscale, plutôt supérieure comme le type 2, plutôt inférieure comme le type 3. Ces lésions-là vont vraiment être difficiles, c'est vraiment les lésions cachées, parce qu'elles sont vraiment sous le ménisque, derrière le plateau tibial, c'est difficile à les chercher. Les lésions de type 4 et 5 sont plutôt des lésions plutôt classiques en zone rouge-rouge. Les rampes lésions, c'est fréquent, c'est quasiment un patient sur 5, voire un patient sur 4 dans la littérature lorsqu'on a un LCA. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment aller chercher quasiment à chaque fois. Les facteurs de risque sont nombreux. En termes de terrain, c'est plutôt les patients, c'est plutôt les hommes, moins de 30 ans, sport contact, assez classique. Ceux qui ont une laxité antérieure chronique plus de 6 mm au test de l'aximétrie type GNRB, ceux qui ont une laxité antérieure chronique et ceux qui ont une différence de laxité préopératoire à plus de 6 mm sur le test de l'aximétrie type GNRB, catémie, etc. Sur le plan de l'imagerie, on va retrouver une contusion osseuse tibiale postéromédiale importante en général. Une pente tibiale importante également chez ces patients, ou un ARU supérieur à 3 degrés qui vont augmenter les contraintes au niveau du ménisque interne. Le diagnostic il est difficile parce qu'on n'a pas de test clinique, parce que l'imagerie est peu sensible et parce que par un abord arthroscopique standard, on va arriver par devant dans le genou, on ne va pas la visualiser, c'est pour ça qu'il faut aller la chercher. Pour revenir sur l'IRM, vous pouvez voir ce type de lésion, le petit rond bleu en haut à gauche, sur les coupes sagittales. On n'a pas tout le temps, il y a beaucoup de feux négatifs. Pourquoi? Parce que l'IRM en fait il se fait en extension et donc il va aller refermer ce gap capsulo-méniscal. Et en bas à droite, vous voyez une belle image de contusion, je ne sais pas si j'ai le reflet, mais on voit une belle image de contusion en tout cas sur le plateau tibial. On voit que ça a bien tapé à ce niveau et là il faut aller encore plus la recherche exhaustive. Le traitement il est chirurgical, donc la suture c'est du all-in-size, c'est-à-dire tout en dedans, c'est le gold standard. On va pour ce faire une voie postéromédiale et on va aller faire une vue intercondylale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je ne sais pas si on voit très bien sur l'image A, en fait, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de l'arthroscopie, on a le condyle fémoral en haut, le plateau tibial en bas. Entre deux, on voit un crochet qui va aller palper le ménisque. En général, on va retrouver une instabilité à ce niveau. Ensuite, on va passer notre caméra entre le condyle fémoral interne, qui est sur l'image de B tout à droite, et le ligament croisé postérieur. On a une espèce de triangle. On arrive à passer notre caméra ici. On va passer ensuite par derrière le condyle pour passer notre instrumentation. Alors, il faut faire attention sur l'image ici parce qu'on peut toucher le nerf et la veine safène. C'est des patients qui ont des paresthésies, des choses comme ça peut être sur cette voie-là. Il faut qu'on fasse attention. Et comme toute lésion méniscale, on va aller la débrider, la viver et elle la suturer. Donc là, il faut qu'on utilise un système de crochet méniscal, en général, un petit peu comme sur les coiffes. Un petit peu comme sur les coiffes, et on va les descendre des nœuds. Donc, comment ça se passe concrètement? Donc là, on voit la lésion un petit peu, on va passer le crochet de part et d'autre. Je ne sais pas si tout le monde voit bien la lésion. On va passer notre fil. Et on va descendre nos nœuds, en fonction de la taille de la lésion, 1, 2, 3, plus. Voilà, et là on est vraiment derrière le condyle fémoral, vous voyez à gauche, on est vraiment derrière le genou. Pour la rééducation, il n'y a pas de consensus. Globalement, il y a un appui autorisé selon les douleurs. Limitation des mobilités entre 0 et 80 degrés, un peu comme sur toutes les lésions méniscales durant 6 semaines. Pas d'immobilisation. La course est autorisée à 4 mois. Le sport pivot est autorisé sans contact à 6 mois, notamment quand c'est montré à LCA. Avec si le testizo est bon et tout. Je rebondis. C'est une chirurgie qui fonctionne bien, 93%, notamment lorsqu'on réalise une chirurgie avec reconstruction du LCA et du ligament antérolatéral. Sur
sur l'étude, la deuxième étude, alors ça c'est une étude qui ne serait pas possible en France je pense. En fait, eux ils sont allés voir sous l'arthroscopie, ils ont fait des sutures méniscales et ensuite ils sont allés faire un second look sous l'arthroscopie quelques temps après pour voir si elle est bien cicatrisée. C'est une étude je crois chinoise. Donc là ils ont trouvé quand même 97% de cicatrisation totale ou partielle avec des bons résultats cliniques. Dans l'étude de Sonricoché avec plus de 3000 patients cette fois, il y a quand même 10% d'échecs, ce qui ne coïncide pas à peu près à nos sutures méniscales habituelles. Et dans ce cas-là, il va réaliser une mystectomie secondaire. Dans une autre étude, avec une autre technique, je vous ai parlé du inside, il y a deux techniques, là c'est du inside out que fait le chirurgien. Et lui, il a 4% de nouvelles lésions, d'échecs de suture. Bon, lui, il dit que sa technique est meilleure, ça reste à prouver dans les années à venir. Donc, pour conclure sur les lésions cachées, sous-diagnostiquées parce qu'on a perdu un peu de vue, il faut essayer de les rechercher à chaque fois, sur tous les croisés, il faut les réparer, parce qu'il faut sauver le ménisque, notamment chez ces patients jeunes sportifs. Il faut rétablir la biomécanique du genou. Ça permet également de limiter le risque de rupture du croisé antérieur, puisque ça apporte aussi une stabilité, et en plus une chirurgie qui fonctionne plutôt bien. Après, on peut se demander est-ce qu'il faut, pour tous ces patients, réaliser une reconstruction du ligament antérolatéral associé, notamment chez ces sportifs pivot contact pour la plupart. Je crois que François, tous les chirurgiens ici, je pense qu'on fait quasi systématiquement du retour externe chez ces patients-là, déjà de base. Donc c'est un autre argument pour en faire en plus. Et enfin, est-ce qu'on doit adapter le protocole de rééducation par rapport à cette chirurgie-là, en termes d'appui, en termes de limitation des rotations, etc. Je vous remercie. Tout d'abord, bonjour à ceux que je n'ai pas eu encore le plaisir de saluer individuellement et merci beaucoup aux membres du Dalton qui ont manifesté de l'intérêt pour ce sujet. Je suis évidemment ravie de venir vous parler aujourd'hui de la réparation du préjudice corporel parce que c'est une matière qui finalement fusionne et le droit, et la médecine, et le paramédical, et je suis certaine que vous serez aussi à l'aise que moi dans la réparation du préjudice corporel. Que j'ai l'intention d'évoquer très sommairement et très brièvement. Déjà en fin de matinée, vous avez entendu beaucoup de choses, vous avez sans doute tous très faim. Donc je vais faire une présentation très sommaire du rôle de l'avocat, parce que c'est peut-être ce que vous connaissez le moins dans le pan de cette matière, du rôle de l'avocat et dans l'indemnisation des victimes. Et tout d'abord, vous optimiser finalement son intervention. Tout d'abord, bonjour à ceux que je n'ai pas eu encore le plaisir de saluer individuellement et merci beaucoup aux membres du Dalton qui ont manifesté de l'intérêt pour ce sujet. Je suis évidemment ravie de venir vous parler aujourd'hui de la réparation du préjudice corporel parce que c'est une matière qui finalement fusionne et le droit, et la médecine, et le paramédical, et je suis certaine que vous serez aussi à l'aise que moi dans la réparation du préjudice corporel. Que j'ai l'intention d'évoquer très sommairement et très brièvement. Déjà en fin de matinée, vous avez entendu beaucoup de choses, vous avez sans doute tous très faim. Donc je vais faire une présentation très sommaire de responsabilité. La réparation du préjudice corporel, c'est l'indemnisation de tout un tas de postes de préjudice, des victimes directes, mais aussi des victimes indirectes que sont la famille. Et je vous les ai listés là, alors ils sont nombreux, j'imagine que vous les voyez mal, ils résultent d'une nomenclature d'Antillac qui date de 2005 maintenant, qui a 15 ans et qui n'est toujours pas repris dans notre droit positif. On a aussi un pouvoir créatif puisqu'on en crée au fur et à mesure, mais voilà, vous avez une synthèse en tout cas là enfin c'est pas une synthèse d'ailleurs, c'est l'exhaustivité est réussie. Vous avez tous les postes de préjudice qu'on indemnise. Pour parvenir à l'indemnisation de ces postes de préjudice-là, il faut au préalable procéder à ce qu'on appelle une évaluation médico-légale et c'est là qu'en fait la rencontre se fait entre les médecins, les juristes et toutes les spécialités paramédicales. Je vous ai pris un exemple concret d'un cas et d'un patient où la victime alors j'avance un tout petit peu, la victime a une plaie perforante sur l'épaule gauche, sur le bras non dominant. Il en est résulté bien évidemment un fracas osseux
terrible puisqu'elle avait plus d'acromion et plus d'humérus. Alors, excusez-moi, je ne suis peut-être pas parfaite dans les termes scientifiques, mais quoi qu'il en soit, elle avait donc toutes les pôles désintégrés du pôle non-dominance. Elle a eu ensuite une arthrodèse, des transferts tendineux, et il en est résulté bien évidemment une ankylose, puisqu'aujourd'hui, cette victime-là a conservé son bras. Tout d'abord, bonjour à ceux que je n'ai pas eu encore le plaisir de saluer individuellement, et merci beaucoup aux membres du Dalton qui ont manifesté de l'intérêt pour ce sujet. Je suis évidemment ravie de venir vous parler aujourd'hui de la réparation du préjudice corporel, parce que c'est une matière qui finalement fusionne et le droit, et la médecine, et le paramédical, et je suis certaine. Tout d'abord, vous intervenez très souvent dans l'évaluation médico-légale, on en a plusieurs qui cohabitent, mais quoi qu'il en soit, ce sont des barèmes médicaux qui finalement évaluent la gravité de la séquelle et de la réduction. Donc là, je vous ai mis des exemples sur la désarticulation, sur l'amputation d'index, généralement sur l'amputation de l'épaule, on est plutôt aux alentours des 50% de taux de DFP, donc de déficit fonctionnel permanent. Une fois qu'on a procédé à cette évaluation, je dirais médicale, on l'indemnise, donc on prend l'âge de la victime, on prend le pourcentage, on croise les deux données et on arrive à une valeur du point, ce qui permet pour cette victime qui avait 25 ans avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 65%, pour l'obtenir un plus beau taux en l'occurrence, d'avoir une indemnisation de 360 000 €, je ne vois pas parce que j'ai le reflet, mais voilà pour ce qui est du DFP. Ça, c'est pour le coup le poste de préjudice que vous pouvez le mieux saisir parce qu'il est réellement médical et que vous avez une vraie plus-value dans l'évaluation de ce poste de préjudice-là qui détermine après tous les autres, et qui détermine par exemple après l'existence ou pas d'une incidence professionnelle, etc. etc. Il y a des postes de préjudice, alors il y en a qui sont très médicaux, il y en a qui sont un petit peu plus... Tout d'abord, bonjour à ceux que je n'ai pas eu encore le plaisir de saluer individuellement, et merci beaucoup aux membres du Dalton qui ont manifesté de l'intérêt pour ce sujet. Je suis évidemment ravie de venir vous parler aujourd'hui de la réparation du préjudice corporel, parce que c'est une matière qui finalement fusionne et le droit, et la médecine, et le... Tout d'abord, bonjour à ceux que je n'ai pas eu encore le plaisir de saluer individuellement, et merci beaucoup aux membres du Dalton. Tout d'abord, bonjour à ceux que je n'ai pas eu encore le plaisir de... Tout d'abord, bonjour à ceux que je n'ai pas eu encore le plaisir de saluer individuellement, et merci beaucoup aux membres du Dalton qui ont manifesté de l'intérêt pour ce sujet. Je suis évidemment ravie de venir vous parler aujourd'hui de la réparation du préjudice corporel, parce que c'est une matière qui finalement fusionne et le droit, et la médecine, et le paramédical, et je suis certaine que vous serez aussi à l'aise que moi dans la réparation du préjudice corporel. Tout d'abord, bonjour à ceux que je n'ai pas... Tout d'abord, bonjour à ceux que je n'ai pas... Tout d'abord, bonjour à ceux que je n'ai pas eu encore le plaisir de saluer individuellement, et merci beaucoup aux membres du Dalton qui ont manifesté de l'intérêt pour ce sujet. Je suis évidemment ravie de venir vous parler aujourd'hui de la réparation du préjudice corporel, parce que c'est une matière qui finalement fusionne et le droit, et la médecine, et le paramédical, et je suis certaine que vous serez aussi à l'aise que moi dans la réparation du préjudice corporel, que j'ai l'intention d'évoquer très sommairement et très brièvement. Déjà en fin de matinée, vous avez entendu beaucoup de choses, vous avez sans doute tous très faim, donc je vais faire une présentation très sommaire du rôle de l'avocat, parce que c'est peut-être ce que vous connaissez le moins dans le pan de cette matière, du rôle de l'avocat et dans l'indemnisation des victimes, et également comment optimiser finalement son intervention pour réparer intégralement et de façon plus individualisée les victimes. Alors très sommairement, la réparation du préjudice corporel, ça comprend quand même plusieurs volets. Ça comprend les accidents de la circulation, les accidents de la vie, les agressions pénales, les accidents du travail et également les accidents médicaux.
Personnellement, je ne fais pas de responsabilité médicale pour des raisons personnelles. J'ai un père qui est chirurgien orthopédiste. Peut-être que c'est un complexe d'Oedipe récalcitrant, mais j'ai beaucoup d'admiration pour votre métier et j'ai surtout trop besoin de vous dans la réparation du préjudice corporel pour ensuite venir engager votre responsabilité. La réparation du préjudice corporel, c'est l'indemnisation de tout un tas de postes de préjudice, des victimes directes, mais aussi des victimes indirectes que sont la famille. Et je vous les ai listés là, alors ils sont nombreux, j'imagine que vous les voyez mal, ils résultent d'une nomenclature d'Intillac qui date de 2005 maintenant, qui a 15 ans et qui n'est toujours pas repris dans notre droit positif. On a aussi un pouvoir créatif puisqu'on en crée au fur et à mesure, mais voilà, vous avez une synthèse en tout cas là de, enfin c'est pas une synthèse d'ailleurs, c'est l'exhaustivité est réussie. Vous avez tous les postes de préjudice qu'on indemnise. Pour parvenir à l'indemnisation de ces postes de préjudice-là, il faut au préalable procéder à ce qu'on appelle une évaluation médico-légale et c'est là qu'en fait la rencontre se fait entre les médecins, les juristes et toutes les spécialités paramédicales. Je vous ai pris un exemple concret d'un cas et d'un patient où la victime est, alors j'avance un tout petit peu, la victime a une plaie perforante sur l'épaule gauche, sur le bras non dominant. Il en est résulté bien évidemment un fracas osseux terrible puisqu'elle avait plus d'acromion et plus d'humérus. Alors excusez-moi, je ne suis peut-être pas parfaite dans les termes scientifiques, mais quoi qu'il en soit, elle avait donc toute l'épaule désintégrée, l'épaule non dominante. Elle a eu ensuite une arthrodèse, des transferts tendineux, et il en est résulté bien évidemment une ankylose, puisqu'aujourd'hui, cette victime-là a conservé son bras, mais il est totalement, enfin c'est l'équivalent d'une amputation, en fait, il est très gênant, et il est totalement non fonctionnel. Je reviens juste avant, l'évaluation médico-légale de ce qu'on va appeler parmi tous les postes de préjudice que je vous ai présentés, du déficit fonctionnel permanent, qui est donc la réduction des capacités physiques. Alors je vais jouer mon père Fouras avec cette communication sur le savoir-faire et le faire savoir. Il faut avoir un autre regard sur l'avenir de nos professions. Entre Galilée qui découvre que la Terre n'est pas plate, mais qu'elle est peut-être ronde, et qui se fait lapider, et le druide fou qui ne sait pas ce qu'il va chercher et qui court dans tous les sens, ben, il y a peut-être une place pour le partage de nos expériences. Non? Alors non, c'est pas ça. Pardon, excusez-moi, voilà, toc. Voilà, le partage de nos expériences, c'est-à-dire travailler ensemble dans le cadre du Dalton et faire savoir que nous travaillons ensemble et communiquer sur ce que nous faisons ensemble. Ce n'est pas une réunion de copains qui est là pour boire un coup et pour passer un bon moment. On va au-delà. Je vais insister là-dessus en commençant par nos tutelles. Nos tutelles, non, c'est pas les tutelles. Pourquoi il y a un décalage entre ce que je vois ici? Voilà. Pardon. Ah, d'accord. Alors, nos tutelles, ce sont des organismes d'enregistrement qui sont quantitatifs et qui sont des caisses de paiement, incontestablement. Aujourd'hui, on peut dire que le colloque singulier entre soignant et soigné, il s'articule entre une empathie qui vient du soignant, on l'éprouve tous, on a tous envie de soulager les patients dont on s'occupe, et puis de l'autre côté, une obédience. Le patient qui dit ce que vous me faites, ça ne me fait rien, et puis je ne suis pas content, et puis je ne suis pas heureux, ça ne marche pas. C'est parce que le patient accepte de se laisser traiter que cet équilibre-là existe et qu'on peut avancer dans cette relation. Mais il y a un élément supplémentaire qui arrive, c'est le coût. Et le coût, vous avez Comte Sponville, qui est un philosophe qui en parle bien, et vous avez de l'autre côté Frédéric Bizarre, qui lui est un économiste de la santé et qui en parle aussi très bien. Les deux ont deux regards qui sont totalement différents, qui ne s'opposent pas, mais qui sont dans des domaines absolument extrêmes. Ils sont tous les deux, dans la vérité, il faut les prendre en compte tous les deux. Alors, attention, parce qu'aujourd'hui, le soignant devient un fournisseur de santé. Il est juste un fournisseur qui coûte de l'argent
Et de l'autre côté, eh bien, un soigné qui est un consommateur qui va se précipiter pour avoir sa dose. Et ça ne peut pas fonctionner parce qu'on est en train de nier cet équilibre entre soignant empathie et soigné obédience. Donc, aujourd'hui, on a par-dessus cette relation-là, nos caisses, nos tutelles. Avant, la caisse, c'était un système d'enregistrement et de paiement. La santé n'avait pas de prix et elle n'avait pas de coût non plus. Moi, j'ai connu une époque où les marchands du temple nous vendaient des ligaments au mètre. Voilà, un ligament pour remplacer un croisé antérieur, 1 mètre de ligament, ça valait 3 francs et quelques. Ben, nous, quand on posait un tout petit bout, 10 cm de ligament dans un genou, la clinique facturait, ou l'hôpital facturait à la sécurité sociale 9 000 francs, à l'époque, 9 000 francs de coût. C'était monstrueux, ça ne pouvait pas durer. Donc, les caisses ont évolué. Aujourd'hui, il y a un contrôle. Et ce contrôle, sur les tips, la législation, nous amène à amener les caisses à accélérer un processus qui est un processus. Alors je vais jouer mon père Fouras avec cette communication sur le savoir-faire et le faire savoir. Il faut avoir un autre regard sur l'avenir de nos professions. Entre Galilée qui découvre que la Terre n'est pas plate, mais qu'elle est peut-être ronde, et qui se fait lapider, et le... Alors je vais jouer mon père Fouras avec cette communication sur le savoir-faire et le faire savoir. Il n'y a pas lieu d'envisager une hospitalisation en soins de... Alors je vais jouer mon père Fouras. Je vais jouer mon père Fouras avec cette communication sur le savoir-faire et le faire savoir. Il faut avoir un autre regard sur l'avenir de nos professions. Entre Galilée qui découvre que la Terre n'est pas plate, mais qu'elle est peut-être ronde, et qui se fait lapider, et le druide fou qui ne sait pas ce qu'il va chercher et qui court dans tous les sens, ben, il y a peut-être une place pour le partage de nos expériences. Non? Alors non, c'est pas ça. Pardon, excusez-moi, voilà, toc. Voilà, le partage de nos expériences, c'est-à-dire travailler ensemble dans le cadre du Dalton et faire savoir que nous travaillons ensemble et communiquer sur ce que nous faisons ensemble. Ce n'est pas une réunion de copains qui est là pour boire un coup et pour passer un bon moment. On va au-delà. Je vais insister là-dessus en commençant par nos tutelles. Nos tutelles, non, c'est pas les tutelles. Pourquoi il y a un décalage entre ce que je vois ici? Voilà. Pardon. Ah, d'accord. Alors, nos tutelles, ce sont des organismes d'enregistrement qui sont quantitatifs et qui sont des caisses de paiement, incontestablement. Aujourd'hui, on peut dire que le colloque singulier entre soignant et soigné, il s'articule entre une empathie qui vient du soignant, on l'éprouve tous, on a tous envie de soulager les patients dont on s'occupe, et puis de l'autre côté, une obédience. Le patient qui dit ce que vous me faites, ça me fait rien, et puis je suis pas content, et puis je suis pas heureux, ça marche pas. C'est parce que le patient accepte. Alors je vais jouer mon père Fouras avec cette communication sur le savoir-faire et le faire savoir. Le niveau de preuve scientifique, là je vous donne quelques critères. C'est extrêmement complexe, ça peut se complexifier davantage. On peut aller sur des méthodes qui sont des méthodes extrêmement pointues. Oui, ça a le mérite d'avoir une démarche scientifique, mais ce n'est pas la seule démarche. Il y a une autre démarche, eh bien c'est de communiquer notre expérience technique
en regroupant ensemble nos observations, en adoptant une démarche honnête au plus près de la démarche scientifique, en acceptant les biais inhérents à cette démarche et en recherchant avant tout l'amélioration de nos pratiques et dans l'intérêt de nos patients. C'est vertueux, militant et possible pour tous, et c'est là où je vous invite tous à intégrer le Dalton. Le Dalton est là pour vous aider à faire ce genre de démarche, vous permet de publier notre petit cahier là. Il est existant. Il est existant. Oh, il n'est pas référencé dans les grandes revues, mais on a écrit des choses. Et ça, on pourra toujours s'appuyer dessus. Et en conclusion, la devise du Dalton, c'est se réunir est un début, rester ensemble est un projet, travailler ensemble est une réussite. Moi, je rajoute, le faire savoir est notre survie. Ça se discute plus. J'espère vous avoir convaincu. Merci, je pense qu'on peut applaudir.